Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est Jean Lacaussin-Guilly, professeur émérite d'ORL et de chirurgie faciale à la Sorbonne, co-directeur du département éthique biomédicale du Collège des Bernardins. Il est également diacre permanent pour le diocèse de Paris. Lors de sa déclaration de politique générale du 1er octobre, le Premier ministre Michel Barnier annonçait vouloir poursuivre au début de l'année prochaine la réflexion sur la fin de vie en reprenant le projet de loi tel qu'il était au moment de l'interruption de son examen en première lecture. Ce projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et donc de la fin de vie est destiné à rénover la prise en charge de la douleur et puis de nos derniers instants en redessinant les contours des soins palliatifs, en définissant également l'aide à mourir. C'est là que les choses se corsent un peu. Le risque, c'est que l'interdit de tuer ne structure plus la société. Alors les uns perçoivent cette évolution comme un progrès du droit, les autres comme un recul. Bonjour Jean Lacaussin-Guilly. Bonjour Louis Dauphren. Pas facile d'expliquer qu'en fait, vous pensez que c'est un recul. Nous, on continue, vous savez, les soignants continuent à penser que la légalisation de la mort administrée n'est pas souhaitable et que le renoncement à l'interdit de tuer est finalement une catastrophe. Et alors demain, on organise au Bernardin une rencontre dans laquelle il y aura à la fois quelqu'un qui parlera, le père de Gélis, qui parlera de Laudato Si, qui est donc cette encyclique sur la préservation de la maison commune, et puis deux médecins, Benoît Dalla Porta et Farrugia Ossini, qui parleront au fond de cette éthique du soin. Leur livre « Tuer les gens, tuer la terre » donne le titre à notre réunion. C'est étonnant de faire le lien, Jean Lacaussin-Guilly. Tuer les gens, tuer la terre. Il y a un lien profond parce que nous sommes tous profondément reliés les uns aux autres, reliés les humains entre eux, les générations entre elles, et la maison commune dans laquelle nous habitons. Et finalement, renoncer à notre... permettre que finalement la mort soit administrée, c'est finalement mettre en place une logique mortifère qui impacte non seulement les êtres humains, mais aussi toute l'écologie dans laquelle nous sommes. Vous espérez mobiliser la sensibilité écologique ? C'est pas mobiliser la sensibilité écologique, c'est-à-dire que je pense que au fond, les soignants, c'est très frappant, vous savez, de voir que les soignants continuent d'être contre une loi qui, finalement, donne l'autorisation, légalise cette mort administrée, quel que soit leur âge, leur religion, leur sensibilité politique, leur métier. C'est quand même très frappant, et notamment lorsque ces soignants sont dans des métiers qui finalement les mettent en contact avec des maladies mortelles, le cancer, la maladie rénale, des maladies qui finalement conduisent à se retrouver dans des situations de fin de vie. Et en fait, ce que les soignants veulent, c'est quelque chose qui actuellement n'existe pas. Ils veulent que tous leurs concitoyens puissent finalement accéder aux avancées de la médecine moderne. Alors, qu'est-ce que c'est que ces avancées ? C'est tout d'abord contrôler la douleur. C'est-à-dire que le choix de dire on ne contrôle pas la douleur et donc on va proposer l'euthanasie n'est évidemment pas la réponse adéquate. Mais c'est forcément soit l'un soit l'autre ? Mais justement, c'est absolument antinomique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je vais donner la mort pour contrôler la douleur. En réalité, aujourd'hui, il est possible de contrôler toutes les douleurs, quasiment toutes les douleurs, mais le problème, c'est que les patients ne peuvent pas accéder aux structures et aux capacités médicales nécessaires. C'est-à-dire que je dis toujours que moi, je pense être un bon médecin, un bon chirurgien, un bon docteur, un bon cancérologue, mais par contre, je ne sais pas bien manier les médicaments antalgiques. Il faut en fait une titration, c'est le terme technique pour dire un ajustement à la douleur qui soit extrêmement précis. Et vous savez, on parle toujours du fait qu'il y a beaucoup de départements où il n'y a pas assez de structures de soins palliatifs. En réalité, même à Paris, même dans les grandes villes, il n'y a pas assez d'accès pour les patients qui sont douloureux à cette technicité qui est de contrôler la douleur. Cela figure dans le projet de loi ?
le projet de loi, vous savez, faisait cohabiter à la fois une expression d'un soutien aux soins palliatifs, mais par ailleurs le développement de la possibilité de donner le suicide assisté, de permettre le suicide assisté. Ceci cohabitait. La véritable chose, c'est quelle est la façon de finalement mettre à disposition de tous les Français qui en ont besoin cet accès aux soins palliatifs qui, dans les faits, n'existe pas encore. Jean Lacossinguilly, si un patient vous demandait justement l'administration d'une injonction létale, que feriez-vous? Alors, ce que vous soulevez, finalement, c'est une question qui est très importante, qui est celle de la légalisation du renoncement à l'interdiction de tuer, c'est une chose, et d'autre part cette espèce de zone grise qui est que un certain nombre de médecins, et je rends grâce, je n'ai jamais eu à affronter cette situation-là, de gens qui m'ont demandé à moi, otorino, m'occupant de cancer des voies aérodigestives supérieures, de lui donner la possibilité de tuer. Je crois que ça c'est exceptionnel et que chaque médecin peut être amené à peut-être se retrouver dans une situation de transgression que je n'ai pas eu en 30 ans de carrière à affronter. Mais la question de fond, c'est comment accueillir un patient qui est en fin de vie. Et vous savez, on dit qu'il y a 80% ou 75% des gens qui, lorsqu'ils sont en bonne santé, disent « je veux que cette loi existe ». Mais réciproquement, il y a un autre chiffre qui est très frappant, à côté de ces 80% de soignants qui ne veulent pas qu'on légalise ce droit de tuer, qui disent « il n'y a pas besoin de loi supplémentaire ». De soignants et de patients. Il y a 80% de soignants qui disent non, on ne veut pas cette loi. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans parmi les soignants, parmi les patients qui sont en fin de vie, il n'y a plus que 2% de gens qui réclament la mort administrée, et ce chiffre tombe à 0,5%. 0,5%, lorsque la douleur est contrôlée et que le patient est accueilli. C'est-à-dire qu'en fait, le véritable projet soignant, la véritable éthique soignante, c'est d'accueillir le patient dans sa fragilité, d'accueillir sa patient dans sa vieillesse, dans sa perte d'autonomie, et c'est ça qui est la véritable réponse sociale. Ah bah oui, peut-être que c'est en effet cette contradiction qui existe, c'est-à-dire qu'on a vraiment un choix entre une liberté qui est la liberté de faire de délier, qui est une liberté qui met en valeur l'autonomie, la force, etc. Et à contrario, un choix de société qui est celui de la solidarité. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, vous parlez des valeurs soignantes. Un jeune infirmier, un jeune médecin qui veut se lancer dans ce métier, il adhère d'abord à ses valeurs soignantes, c'est-à-dire qu'il veut soigner quelqu'un. Il s'intéresse peut-être à la technique, mais il veut soigner aussi. Si on lui dit, voilà, tu vas devoir administrer la mort dans des situations protocolaires, eh bien, il va y avoir un désinvestissement des jeunes dans ces métiers qui sont des métiers vocationnels, qui sont des métiers... Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Vous le mesurez? Je pense que c'est déjà une réalité, c'est-à-dire que quand on parle avec des gens jeunes, des professionnels jeunes, ils sont très démoralisés par la nécessité qu'ils envisagent de devoir un jour administrer la mort à des patients, alors que la réalité des choses, c'est qu'ils savent très bien, et c'est la grandeur de ces soins palliatifs, mais aussi de toutes les spécialités médicales dans lesquelles on s'occupe des autres. Au fond, la grandeur, c'est de s'occuper des autres, c'est du malade, c'est de faire alliance avec lui, d'être dans des partages de discussions avec les collègues ou avec le patient ou sa famille pour savoir quel est le bon choix. Je ne te lâcherai pas, je serai avec toi jusqu'au bout. C'est-à-dire que beaucoup de patients, vous le savez, c'est une notion qui est très connue, beaucoup de patients arrivent parce qu'ils ont mal, parce que leur douleur n'est pas contrôlée, parce qu'ils ont l'impression d'être isolés, ils demandent la mort, et lorsqu'ils arrivent et qu'on arrive à leur calmer la douleur, qu'on arrive à s'occuper d'eux, à leur dire tu as du prix à mes yeux, et bien finalement la demande de mort disparaît. Et ça, c'est quelque chose que tous les soignants qui s'occupent de patients en fin de vie connaissent, et c'est une réalité. Et dire voilà, on va protocoliser cette fin de vie, on va anticiper ça, c'est quelque chose qui est une rupture
du lien de confiance intergénérationnel et entre soignants et soignés. Mais que répondez-vous, Jean Lacaussinguilly, à ceux qui vous disent « Mais moi, je ne comprends pas, c'est juste un droit qu'on accorde, en fait. Nul n'est obligé de faire valoir ce droit, mais c'est un droit, et c'est un progrès du droit, comme je le disais au tout début. » Et beaucoup de gens sont dans cet état d'esprit-là. Bien sûr, c'est-à-dire que lorsqu'on est en bonne santé et lorsqu'on dit je veux pouvoir à la fois je veux pouvoir être au fond celui qui détermine ma vie, ou surtout lorsqu'on a eu une expérience soit de douleurs mal contrôlées dans sa famille. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens au cours des derniers mois, des dernières années, de gens qui disent « Oui, mais moi, j'ai vécu des expériences dans ma famille, et c'est souvent de là que viennent nos prises de position, qui sont insupportables, la douleur n'était pas calmée, où il y a eu un acharnement thérapeutique, une obstination déraisonnable. » Et je crois que c'est là que peut-être les soignants et toute la société doivent faire son mea culpa. C'est-à-dire que actuellement, ne pas contrôler la douleur est quelque chose de pas acceptable. Laisser quelqu'un hurler de douleur, ça n'est pas possible. Ou faire une obstination déraisonnable, c'est évidemment là que finalement les choses dysfonctionnent. Donc ce qu'il faut, c'est que véritablement les patients en fin de vie puissent bénéficier de ces dispositifs de prise en charge. Et il ne s'agit pas d'une question de liberté, de dire d'autonomie, de dire oui, je peux rompre mes liens. Oui, mais c'est lorsque vous êtes libre et bien portant que vous dites voilà, c'est une valeur primordiale dans ma vie. Il n'empêche que ceci va retentir en fait sur les plus fragiles. C'est-à-dire, ce sont les plus forts qui disent « Moi, je veux être libre et je veux pouvoir rompre mes liens et mourir quand je veux. » Mais de facto, ce sont les plus fragiles, les plus abandonnés, les plus vieux qui vont au fond se trouver devant une situation où la seule solution sera de consentir à mourir. Et justement, notre responsabilité, notre solidarité, notre projet social, il doit impérativement continuer à dire aux gens que quelle que soit leur fragilité, leur perte d'autonomie, ils continuent à avoir du prix à nos yeux. Et donc, c'est vraiment quelque chose dans lequel se joue quelque chose d'absolument fondamental pour nos choix futurs. Tuer les gens, tuer la terre, c'est demain au Collège des Bernardins, avec deux médecins que vous avez cités qui n'ont pas de lien particulier avec l'Église catholique. Pas du tout, pas à ma connaissance. Non. Jean Lacaussinguilly, la loi donc sera réexaminée, enfin le projet de loi sera réexaminé. Comment l'Assemblée pourrait-elle y faire obstacle ? Ah bah ça, je pense que il y a plusieurs modes de réponse à votre question. Je pense qu'il y a un certain nombre de députés qui, comme dans la précédente législature, avaient pris position, quelle que soit d'ailleurs leur appartenance partisane. C'est-à-dire qu'il y a des gens de droite, de gauche qui sont désireux de s'opposer à cette autorisation finalement de donner la mort. Et je pense que c'est très frappant. Mais c'est un choix, évidemment, qui est un choix profondément personnel et sur lequel j'espère qu'un certain nombre de députés évolueront. C'est-à-dire que... Mais le levier, c'est moins au Parlement que dans la rue, si jamais les soignants se mobilisent. Oui, mais les soignants se mobilisent jamais beaucoup parce que les soignants, ils ont toujours du mal à défiler. Moi, je suis quand même très frappé par cette persévérance des soignants à lutter contre ça. Je pense que le Covid a été une prise on a été beaucoup applaudis pendant le Covid, mais justement parce que les gens pouvaient compter sur cette solidarité finalement imbattable, quoi. C'est-à-dire que les gens étaient là. Et les soignants... Mais est-ce que vous les inviterez à se mobiliser, vous ? Moi, à titre personnel, j'essaye d'expliquer les choses à ceux que je rencontre, mais je n'ai pas de vocation à appeler les gens à descendre dans la rue. Par contre, à au fond, penser leur attitude, à structurer leur façon de voir les choses, ça me paraît tout à fait essentiel pour tous les soignants. Mais je pense que tout un chacun, tout homme et femme de bonne volonté, doit pouvoir justement penser que s'il décide d'opter pour une mort administrée devenue légalisée, eh bien finalement il va y avoir une logique mortifère qui va faire comme on l'observe, que
l'éthique sera toujours vers un glissement, vers des indications plus élargies, vers des gens atteints de maladies psychiques ou plus jeunes ou comme des pays étrangers peuvent comme nous on en le voit donner actuellement l'exemple. au Benelux ou au Canada. Est-ce que l'option suisse serait favorable pour les soignants dans la mesure où en Suisse leur implication est minimale? Mais je crois que la question n'est pas notre combat, ce n'est pas un combat catégoriel, c'est-à-dire que je pense que c'est un combat je ne veux pas dire anthropologique, ça fait gros mot, mais c'est un combat dans lequel on pense que si on tue les gens, nous on est à la pointe de ce combat, je dirais, parce qu'on a cette vision du moment de vérité dans lequel les gens se trouvent au moment où ils arrivent en fin de vie. Mais je pense que c'est pas de dire on va protéger mieux les soignants. Par contre, c'est vrai qu'un certain nombre de soignants, du coup, renonceront probablement à exercer leur métier. Mais je pense que c'est absolument fondamental de se rappeler qu'on a une dette vis-à-vis des générations précédentes. C'est-à-dire que les gens qui ont été vieux et qui sont en fin de vie et qui viennent, on a une dette vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire de les protéger. Jean Lacossinguet, dernière question. On peut maintenir en vie des gens contre leur gré? Mais il n'est pas question de faire justement de l'obstination thérapeutique ou de l'acharnement palliatif. Mais même des gens qui expriment à l'avance une volonté. Il est absolument programme. Oui, il est absolument exceptionnel en réalité que des gens qui ont, parce qu'ils ont mal, parce qu'ils se sentent déchus, qui expriment le désir de fin de vie, il est exceptionnel, et tout le monde le sait, que cette demande soit maintenue dès qu'on prend en charge les gens, dès qu'on les accompagne, dès qu'on est avec eux, dès qu'on les laisse pas dans l'isolement et dans l'abandon. Merci Jean Lacossinguet. Je précise aussi que le 13 mars, vous aviez publié une tribune dans Libération qui avait eu un certain écho. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, précisément. Et que donc, vous êtes professeur de médecine émérite et que c'est demain au Collège des Bernardins. Tuer les gens, tuer la terre. Le titre est vif, mais l'intérêt sera au rendez-vous, je pense. Rendez-vous donc à Paris demain. Merci à tous les deux à suivre la prière du matin.